et interpeller également beaucoup d'acteurs du mouvement démocratique dans la salle. Je viens de voir le professeur Diko, vous-même, Madame Si, professeur Alinou Diallo, Iba Diaye, bref, tous ceux qui sont là. Parce que quand vous regardez le préambule de cette constitution, on a l'impression, en tout cas on se dit qu'il y a une certaine véhilité, une certaine volonté d'une remise en cause totale des idéaux de mars 91. Donc, je ne pense pas que le combat du M5-RFP était quand même une remise en cause du combat pour lequel des centaines, surtout nous sommes à la pyramide du souvenir ici aujourd'hui. Je voudrais également dire que le problème, cette problématique de la révision ou de la rédaction d'une nouvelle constitution doit être plutôt politique, parce que si on le place sur le plan juridique, je ne pense pas que les autorités actuelles ont ni la légitimité ni la légalité de procéder à une révision constitutionnelle, encore moins à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Donc le débat est plutôt politique. Et dans ce cas, au Mali, souvent, nous avons l'impression qu'on est dans un éternel recommencement. C'est vrai, il y a eu beaucoup de tentatives. Diko vient de parler de la tentative de ATT, donc de Alpha Omar Konaré. ATT a tenté, feu paix à son âme, le président Ibrahim Bokar Keïta aussi a tenté. Mais je suis de ceux qui pensent que la commission d'Aba Diawara, qui est la commission Kari à l'époque, a fait un travail formidable, un travail excellent, un travail consensuel, je ne dirais pas unanime. Sinon, on voulait aller à toilettage des textes, parce qu'au Mali, on n'a pas un problème d'abord de textes. La situation politique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas un problème ni de loi, ni d'institution, ni de constitution, mais je crois que c'est un problème d'homme. Mais je pense que le travail avait été fait à ce niveau. On aurait pu nous inspirer de cela pour aller à une révision constitutionnelle. Mais aujourd'hui, on nous propose une nouvelle constitution. J'ai parlé du préambule. Quand vous regardez les titres de la nouvelle constitution proposée, je n'entrerai pas dans certains détails, je prendrai tout simplement le titre 3, qui est le titre du pouvoir exécutif. On se rend compte que d'un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, on veut nous amener dans un régime présidentiel hybride. Si on disait que le pouvoir du président de la République dans la Constitution de mars 92, que le président était un roi, on veut faire du président un empereur élu sur un projet de société. Le projet de société qu'il présente au peuple, qui adhère à ce projet de société, et à partir de là, je pense que c'est la lettre de cadrage de ce projet de société qui permet au gouvernement de déterminer et de conduire la politique de la nation. On permet également, en créant les conditions, de nous amener dans une certaine instabilité chronique, puisque les 5 présidents démocratiquement élus, bon, entre parenthèses, de Modibo à Moussa, Alpha, ATT, Ibeka, seul Alpha a échappé, les autres ont été renvoyés, sinon ont été victimes de coups d'État, excepté 91 qui était quand même de révolution populaire. Et si on permet à un président élu, à travers le suffrage universel direct, parce que souvent certains prennent l'exemple sur certains pays, notamment les États-Unis, l'Afrique du Sud, mais là le président est élu par suffrage direct. En 2016, c'est Hillary Clinton qui avait le plus de nombre par rapport aux électeurs, mais c'est Trump qui est devenu président parce que c'est le système des grands électeurs et l'élection du président de la République est validée devant le Congrès. Ici, le président de la République est élu par suffrage universel direct et on permet à un parlement où il y a des nommés menant des élus de le destituer. Je pense que nous devons faire excessivement attention. On affaiblit également le pouvoir de l'Assemblée nationale. Bon, quand je dis Assemblée, parce qu'on crée une seconde chambre, on parle du Parlement. On affaiblit également le rôle des députés qui peuvent contrôler la mission du gouvernement, mais sans pouvoir sanctionner. Je crois que là aussi, c'est une confusion totale. Nous sommes dans une démocratie, nous devons avoir une constitution qui consolide la démocratie, qui renforce les institutions de la République, mais qui ne doit pas tenir compte seulement de la rue, ni de la foule. Donc à ce niveau également, j'interpelle. Je voudrais également dire que, toujours conformément à ce chapitre, qui est des pouvoirs exécutifs, on met les forces armées de sécurité, on met les autorités indépendantes,
on met l'administration comme si ces trois structures ne relèvent pas de l'exécutif. Et quand on regarde même dans le chapitre concernant le Premier ministre, il n'a plus à disposition l'administration et puis les forces armées de sécurité. C'est parce qu'on a créé quand même un chapitre des forces armées de sécurité. Les forces armées de sécurité relèvent de la fonction publique de l'État. Il y a les statuts de l'armée pour régler tout ça. Donc je pense qu'à ce niveau également il y a des difficultés et nous devons en débattre. La Cour constitutionnelle, c'est vrai, les événements du 18 août sont les conséquences, il faut le reconnaître, des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle lors des dernières élections législatives. Mais là aussi, ce ne sont pas les textes. Je crois qu'encore, c'est les hommes. Dans la mission de la Cour constitutionnelle, on permet à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs. Quand elle est saisie, elle peut statuer, elle peut annuler. Mais quand elle est saisie de certaines réclamations, elle analyse. Et si le résultat de ces réclamations, de cette analyse, donne l'inverse des résultats, elle procède à l'annulation. Non, je pense que dans ce cas, ce n'est plus l'appel que nous déposons des requêtes une fois que les élections ont lieu. Je crois qu'à ce niveau également, on doit revoir. Soit la Cour proclame les résultats définitifs des élections présidentielles et législatives, en ce moment, elle assume la plénitude de ses responsabilités. Mais si on dit renverse, parce que quand on regarde le processus électoral au Mali, de la phase préliminaire qui est la proclamation des résultats provisoires, l'administration territoriale ne peut pas toucher, sinon elle ne peut pas plutôt modifier les résultats. La Commission nationale de centralisation. Donc ça appartient à la Cour de faire ce travail. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire, Madame la Présidente, et encore vous féliciter, vous remercier encore pour cette initiative et vous dire que nous sommes disposés à mener ce combat. Je dis que c'est un combat politique, mais non juridique. Et sur ce, je pense qu'aujourd'hui, avons-nous besoin d'une nouvelle constitution? Si oui, comment? Et quelle constitution? Mais pas quand même une constitution hybride comme ça, qui déstabilise davantage les acquis, qui remet en cause les idéaux de mars 91 et qui crée plus d'instabilité. Et puis également, même par rapport au coup d'État, on dit toujours que le putsch est un crime imprescriptible. J'ai suivi Maître Tapo l'autre jour, je pense qu'il avait parfaitement raison. On aurait dû mettre également, parce que ici, nos institutions, certaines de nos institutions blanchissent le coup d'État, blanchissent plutôt le coup d'État. On a vu actuellement, même au Burkina, la même Cour constitutionnelle qui a investi Roch, c'est la même qui a investi Dabi, c'est la même qui a investi hier le jeune Traoré. Ici, la même Cour qui a investi, Cour suprême qui a investi Ibeka. Bon, peut-être les hommes ont changé. C'est la même qui a investi Bandao. C'est la même qui a investi également, comment ça s'appelle, Assimi. Et maintenant, après le coup d'État, l'Assemblée qui est là, ou bien le Conseil qui est là, vote une loi d'amnistie. Donc, autant c'est un crime, autant ce crime ne doit pas être amnistiable. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.